À la veille du village des solutions de demain à l'hôtel du département de Meurthe-et-Moselle et dans le cadre du mois de l'économie sociale et solidaire, le conseil départemental va à la rencontre des acteurs de l'ESS du territoire du Lunévillois. Ce jeudi 3 novembre, Anthony Caps, vice-président délégué à l'attractivité, à l'économie sociale et solidaire et à l'agriculture, s'est rendu dans les locaux de l'association Recyclune et vient parler de cette économie à notre micro, accompagné de Brigitte Poveda, directrice générale, et Didier Bonnard pour Flavien, président, et Gabriel Michaudel, responsable agronomique pour Econic, deux autres acteurs de l'ESS sur le Lunévillois. Bonjour. Bonjour. Dans son projet pour les 6 prochaines années, pour une Meurthe-et-Moselle audacieuse, solidaire et citoyenne adoptée en mars, le conseil départemental met un point d'honneur à renforcer ses actions en faveur du développement de l'économie sociale et solidaire, avec cet objectif: faire du développement économique autrement. C'est ce que vous êtes venu constater et découvrir sur le Lunévillois aujourd'hui, Anthony Caps. Oui, c'est un peu ça. On est venu finalement à la fois découvrir les structures qui œuvrent déjà dans le domaine de l'économie solidaire depuis de nombreuses années maintenant. Et puis c'est aussi une façon pour nous de valoriser tout le travail qui est fait et de démontrer que finalement, lorsqu'on parle d'économie solidaire, on parle aussi d'économie, que c'est non pas une économie à part, mais une économie à part entière. Et qu'il y a effectivement de belles pépites sur les territoires, de nombreuses choses à découvrir, et puis surtout une capacité à essayer d'essaimer, en tout cas, et de démontrer par la pratique, par l'exemple, qu'il y a beaucoup de choses qui sont duplicables un peu partout dans le domaine. Donc c'est-à-dire que régulièrement, vous allez comme ça sur les territoires à la découverte des structures ? Oui, c'est ça. Voilà, l'idée, c'est de mettre en lumière et de découvrir, puisque on en apprend nous aussi beaucoup lorsqu'on se rend sur place, de découvrir vraiment ces structures et de mettre en lumière finalement leurs activités, la façon dont on les a réussi à créer leur activité, leur structure, et puis permettre d'en parler. Je crois que c'est aussi pour nous vraiment quelque chose d'extrêmement important. Faire en sorte que finalement l'économie solidaire sur l'ensemble des territoires prenne de plus en plus d'ampleur. Et alors là, vous avez fait une tour de Recyclune. Vous connaissiez ce principe de recyclerie ? Alors oui, je connaissais un peu le principe de la recyclerie, mais c'est toujours intéressant de voir justement toute la capacité finalement d'acceptation de l'ensemble des produits qui arrivent, de ce que les gens ramènent, de voir comment c'est trié, de voir justement comment c'est revalorisé, réparé, et puis de mesurer la deuxième vie d'un produit. C'est toujours très très intéressant de regarder concrètement comment ça se passe. Et puis de discuter du coup avec les responsables des besoins, des freins qui pourraient être liés à l'économie et à leur activité. Bien sûr, de bien comprendre comment elles ont pu, puisque essentiellement nous avions des femmes en face de nous aujourd'hui, mais de comment comprendre comment cette structure s'est mise en place, et puis surtout de toucher du doigt des dimensions dont on n'a pas l'habitude de parler. On a terminé cet entretien, cette visite, par évoquer la dimension humaine finalement d'une activité comme celle-là, de voir que finalement on l'a mesuré très peu. On parle de la recyclerie comme finalement une deuxième vie d'un produit, mais lorsqu'on voit finalement tous les gens qui viennent acheter ces produits, tous les gens qui en tant que bénévoles viennent donner un coup de main à la structure, eh bien on a une dimension humaine qui est particulièrement palpable lorsqu'on est sur place, et c'est vrai que ça permet de mieux la mesurer encore. L'emploi solidaire sur le département, c'est plus d'un emploi sur 10. C'est une bonne chose par rapport au territoire, au département voisin. Vous savez un peu où vous vous situez ? Alors on est au-dessus de la moyenne du Grand Est. On est aujourd'hui sur 2120 établissements qui relèvent de l'économie solidaire. Établissement employeur, c'est 12,6% aujourd'hui de l'emploi en Meurthe-et-Moselle. On est sur une moyenne Grand Est qui est un peu inférieure. On doit être de l'ordre de 11%. Et une moyenne nationale qui se situe là aussi de mémoire entre 10 et 11%. Donc on voit qu'en Meurthe-et-Moselle, il y a effectivement un peu plus de structures, près de 30 000 emplois en Meurthe-et-Moselle, près de 750 millions de masse salariale brute. Donc c'est, comme je le disais tout à l'heure, vraiment une économie à part entière. Mais on est un tout petit peu au-dessus de la moyenne, mais on peut encore mieux faire, c'est sûr. Parce que les vertus finalement de l'économie sociale et solidaire, c'est quoi ? C'est l'entraide, c'est le partage social aussi ? C'est tout ça. Ouais. C'est une économie vertueuse, c'est de l'utilité sociale, c'est finalement la part belle à une forme de gouvernance différente, c'est de l'inclusion, c'est de l'utilité sociale, c'est de l'environnement. On va toucher finalement à beaucoup de valeurs. Eh bien tiens, puisqu'on parle d'inclusion, on va se tourner vers Flavien. Vous pouvez nous rappeler un peu les objectifs, la raison d'être de votre entreprise ? Oui, bien sûr. La raison d'être, c'est l'inclusion par le travail, en fait. Notre mission, c'est de permettre aux personnes en situation de handicap de s'inclure dans notre société, d'être incluses parce qu'elles ont un emploi. Donc, nous, notre métier, c'est de créer de l'emploi pour les personnes en situation de handicap.
C'est une clé, ça. Faire partie du système au quotidien, avoir un rythme finalement comme tout le monde, quoi. Tout à fait. Le travail, c'est identitaire, hein, c'est un fondamental de la vie en société. Et 20% des personnes en situation de handicap sont au chômage aujourd'hui, ce qui est 2 fois plus que des personnes valides. Et trouver un emploi pour elles adapté à leurs différentes déficiences dans un monde économique en mouvement permanent, c'est un véritable défi en jeu que relève depuis 70 ans aujourd'hui l'association Flavien à Lunéville. Ouais. Ça a commencé par les savons, je crois, et puis maintenant vous êtes dans la cosmétique en général, c'est ça? Vous êtes développé mon président, un peu... il va expliquer l'histoire. Oui, alors l'histoire, encore une fois, très belle histoire. Flavien existe depuis 1952, donc ça fait exactement 70 ans. L'anniversaire, c'est cette année. L'histoire, c'est tout simplement une personne qui a, à l'époque, il faut savoir que les handicapés n'étaient employés qu'à une tâche, le rempaillage des chaises. Bon. Et quelqu'un s'est dit, mais on peut peut-être faire autre chose. Même avec des personnes aveugles, c'est ce qui est l'essentiel d'ailleurs à l'époque des employés qui existaient, je parle de 1952 bien entendu, et il s'est lancé dans les savons, et ça a fonctionné. Ça a fonctionné, ça s'est développé. L'entreprise qui était à l'époque dans la banlieue parisienne est venue à Lunéville en 68, donc voilà, ça fait un moment quand même, et on a développé. Et moi je suis arrivé un peu après, il y a 42 ans exactement, et j'ai voulu aussi surdévelopper l'ensemble, et actuellement, dans une ambiance formidable, je tiens à le souligner. L'entreprise a vraiment une très belle ambiance. Eh bien, on fabrique plus de 2 millions de produits, d'unités par an. Ce qui montre qu'on peut faire beaucoup de choses et que le handicap, ok, mais c'est pas un souci au fond. Et votre effectif, du coup, aujourd'hui, c'est combien de... En employés, c'est 35 personnes. Ouais. D'accord. Et qui est évolutif, puisqu'on est actuellement, on a 30 personnes en situation de handicap, d'encadrement associé. Voilà. Et on est associé à une autre entreprise adaptée en région lyonnaise qui est partenaire, qui elle aussi fait travailler avec Flavien, en étant sous-traitant pour Flavien, fait travailler aujourd'hui 25 personnes en situation de handicap. Oui. Le travail en situation de handicap, vous connaissez ça sur le département? Il y a d'autres structures de ce style-là? Alors, d'autres structures qui existent et qui font la part belle autant que ce que Flavien le fait aujourd'hui sur le département. J'ai pas à ma connaissance effectivement de structures similaires, donc, mais par contre on est vraiment dans les prérogatives finalement d'un conseil départemental, donc en l'occurrence c'est d'autant plus j'allais dire intéressant pour nous et valorisant que de suivre des structures comme celle-là et de les aider tant que faire se peut dans des domaines qui finalement se rapprochent des responsabilités départementales. Bien évidemment, l'aide personnalisée à l'autonomie, c'est aujourd'hui une responsabilité du département. La prestation de compensation du handicap en est une autre, et donc on voit bien qu'effectivement il y a une forte accointance entre le rôle d'un département et des structures comme Flavien aujourd'hui, bien sûr. Parce que j'imagine que vos employés viennent de l'ensemble du Lunévillois, pas que de Lunéville. Hein. Essentiellement. Le Lunévillois, vous avez raison. Ouais. Vous avez raison. Hein. Mais on est beaucoup en relation avec les instituts médico-éducatifs, IME, Pôle emploi, bien entendu, et d'autres structures qui nous permettent, alors après des stages d'adaptation, si on voit que ça fonctionne et que l'embauche est prévisible et que ça ne nous pose pas de problème, eh bien on y va. Parce que pour le coup, là, vous êtes quand même un peu obligé de vous adapter aux capacités de l'employé. Complètement. C'est un peu l'inverse, quoi. C'est notre savoir-faire. Nous adapter aux aptitudes. Ouais. En fait, lever les obstacles et donner des facilitateurs dans le poste de travail aux personnes en situation de handicap et selon leur déficience. Et les faire évoluer. Ouais. Et vous verriez que les évolutions sont vraiment sensibles et on les sent et on le voit au fur et à mesure des mois et des années. C'est impressionnant. On le vit au quotidien, maintenant on s'y habitue. Mais bon, voilà. Et une autre société, Econic, alors vous allez pouvoir nous en parler, Gabrielle. Econic, on parle de quoi? Econic, c'est une société qui a été fondée en 2016 par des chercheurs autant de l'INRAE, du CNRS et de l'Université de Lorraine, qui sont spécialisés sur soit des thématiques en agronomie, soit en chimie des procédés, et qui ont en fait développé ce qu'on appelle l'agromine, qui est un procédé qui utilise des plantes dites hyperaccumulatrices de métaux, donc qui sont des plantes qui ont des capacités assez extraordinaires d'accumuler les métaux dans leur biomasse, et donc qui vont permettre de puiser les métaux dans les sols qui sont soit naturellement riches en métaux, soit des sols qui vont être contaminés, donc par exemple des friches industrielles. Oui, j'imagine. Et donc l'agromine, c'est le fait d'utiliser ces plantes pour absorber les métaux dans un premier temps, et ensuite, par des procédés chimiques qui ont été élaborés par cette équipe de chercheurs, d'aller récupérer ces métaux et de les revaloriser dans d'autres filières.
C'est ça, en fait, il y a 2 steps dans l'affaire, parce que déjà, de pouvoir dépolluer un site à travers les plantes, c'est déjà assez étonnant, mais en plus, vous arrivez à récupérer ces métaux et les remettre dans le circuit. C'est ça, il y a vraiment deux objectifs, on va dire. On va faire ce premier travail de dépollution des sols, par exemple sur des friches industrielles, qui vont être en général assez polycontaminés, donc il va y avoir plusieurs types de métaux qui ne sont pas tous valorisables. Ouais. Donc là, il va y avoir une première action de dépollution. Si la concentration est assez importante, intéressante pour la valorisation, on va aller jusque-là, et si le métal est d'intérêt. Et ensuite, sur des sols qui sont naturellement riches en métaux, par exemple en nickel, il y a des sols qui sont juste naturellement très riches en métaux, et là, avec nos plantes, on va réussir à atteindre des concentrations assez intéressantes pour pouvoir aller jusqu'à ce procédé chimique et revaloriser le métal derrière. Et par exemple, vous êtes arrivé sur quel site industriel autour de nous, par exemple? Alors, je ne sais pas s'il y en a, du coup. Mais... Alors, finalement, ce genre d'information reste assez confidentielle parce qu'on parle de pollution. Donc c'est vrai que c'est assez délicat de parler des sites sur lesquels on intervient. Mais sans les nommer, est-ce que sur Lunévilloise, vous êtes intervenu? Est-ce que c'est la couronne des Lunévilloise, Nancéenne, je vais y arriver, ou Grand Est, je sais pas. Alors on intervient de manière encore plus large. D'accord. On est dans toute la France sur l'aspect dépollution des sols, et sur l'aspect agromine en général, où vraiment l'objectif est d'aller récupérer les métaux, c'est mondialement. Parce que finalement les sols d'intérêt ne sont pas forcément en France pour l'agromine jusqu'à la valorisation, surtout sur le nickel. Donc voilà, et ensuite sur la région, on a notre site de production qui s'appelle donc Ecoplante. Donc Econic est notre entreprise qui était basée à Nancy, et on a donc développé notre pépinière à Ecoplante en 2020. Donc c'est le site où on fait pousser nos plantes, où on les prépare pour les différents sites, pour les emmener, on fait nos différents tests de recherche, parce que on travaille sur des projets concrets de dépollution, mais on travaille aussi en parallèle sur de la recherche. C'est une thématique qui est déjà appliquée, mais qui sur certains métaux, certaines plantes sont encore au stade de recherche. Et donc voilà, c'est vraiment des projets qui sont publics ou privés, et qui ont ces deux... Le temps de traitement, c'est très délicat à définir, parce que, premièrement, ça dépend de la concentration, de la pollution qu'il y a dans le sol. S'il y en a beaucoup moins, forcément, ça va être plus ou moins long à dépolluer. Ça dépend aussi de ce qu'on appelle la biodisponibilité des métaux. Donc, il va y avoir une quantité totale de métaux dans le sol, mais seule une partie peut être biodisponible. C'est la partie qui va être potentiellement dissoute dans l'eau, et du coup que la plante va pouvoir absorber. Donc il y a ces paramètres-là, il y a les paramètres du sol, sur la structure, la chimie du sol, qui va permettre à la plante de pousser. Dans les friches industrielles, on est souvent sur des sols qui sont où il y a beaucoup de grossiers, des cailloux entre guillemets, où la plante va avoir du mal à s'implanter. Donc là, on va aussi intervenir avec des techniques agronomiques qui permettent aux plantes de s'implanter plus facilement. Il va y avoir le climat. Donc voilà, il y a pas mal de paramètres mais ça se compte évidemment en années consécutives. Et pourtant, vous êtes, c'est quoi, 2016, 2018, je crois, la création? Econic, c'est 2016. Ouais. Et aujourd'hui, entre les chercheurs et ceux qui sont sur le terrain, c'est combien de personnes? Les chercheurs, donc les personnes qui ont monté la boîte, si je ne me trompe pas, je pense qu'il y a environ 8 chercheurs. Et aujourd'hui, dans la société, on est 8 salariés, sans compter une apprentie et une stagiaire qui sont actuellement présentes dans l'entreprise. Donc, sur les 8, on a 2 ouvriers agricoles qui sont présents donc, dans la pépinière et qui gèrent la culture des plantes, et moi-même qui suis ingénieure. Toutes les autres personnes sont des chercheurs. Oui, parce qu'il faut du coup beaucoup de place pour qu'une TVC plante. Vous avez besoin de serre ou je sais pas, de terre. C'est ça, ouais. on est donc basé à Lunéville, chemin de la Prairie. Donc on a investi des serres donc il y a maintenant 1 an. Dans ces serres-là, nous sommes là depuis 1 an, et donc on cultive nos plantes, et l'objectif c'est d'une partie de produire les plantes pour nos différents projets pour les mettre en place. Et d'un autre côté, pour des programmes de recherche qu'on fait en interne sur ces plantes-là. Anthony Caps, oui, 3 acteurs, 3 publics différents, 3 finalités différentes. C'est qu'une petite partie de l'économie sociale et solidaire, finalement. Mais complètement, c'est ce que je disais tout à l'heure, cet éclectisme, il est vraiment une réalité. Je
crois que l'économie solidaire, elle intervient dans tous les champs aujourd'hui d'activité. Les champs et les champs d'ailleurs. Les champs et les champs, voilà, absolument, exactement. Et finalement, une société assez jeune, mais qui a très vite trouvé ses marques et sa force de progression. Et puis je crois qu'en plus, il y a eu un passage par le Créalab aussi, et donc la possibilité d'être aussi accompagné. Ouais. C'est aussi la vocation que le département a mis en place, et c'est au travers finalement d'accompagnements comme cela, on voit très spécifique. On a voulu nous se structurer à l'échelle départementale avec ce qu'on appelle les conseillers territoriaux d'éducation, j'allais dire, c'est mon ancien métier en fait. J'étais responsable de l'éducation populaire et du sport au département, maintenant c'est l'économie solidaire, mais en tout cas voilà, des conseillers territoriaux d'économie solidaire sur les territoires, de manière à pouvoir avoir cette proximité avec les projets émergents et avoir finalement quelqu'un en capacité d'intervenir rapidement et d'accompagner finalement les structures. Et oui, et c'est vrai que je parlais de la jeunesse, mais la longévité aussi, il faut savoir tenir dans le temps, il faut savoir s'adapter. Vous dites, c'est combien, 70 ans, c'est ça ? Oui, absolument. 70 ans cette année. Oui, cette année. On sait bien, chaque décennie un peu différente, il faut traverser un peu les choses. Et si vous avez 70 ans aujourd'hui, c'est que vous avez su aussi vous adapter, vous renouveler. Donc c'est aussi une force. Il y a la jeunesse créative, il y a la longévité, l'expérience. Et puis, il travaille à peu près en moyenne combien de temps ? Il peut travailler longtemps, les employés, du coup ? Écoutez, le système de retraite tel qu'il est défini sur le plan national vaut pour une personne valide comme une personne handicapée. Donc, en fait, il y a des personnes qui arrivent chez nous à 19-20 ans et qui partent à 62. C'est génial. Voilà, et la plupart font quasiment toute leur carrière dans l'entreprise. Ouais. Alors, au passage, d'ailleurs, notre entreprise, c'est une entreprise adaptée. Vous voyez, vous avez tous compris ce que cela voulait dire, bien entendu. Et alors, quel rapport vous avez avec le département par rapport à ça, par rapport à vos besoins ? Je dirais qu'avec le département, on a eu pas mal de contacts, fut une époque, un peu moins maintenant parce qu'il y a eu pas mal de changements, bien entendu. On a été récompensé par le prix Antoine Troglic en 2014, si je ne dis pas de bêtises, ce qui a vraiment été un honneur, donc une reconnaissance du département justement. Et voilà, mais les relations vont, à mon sens, vont reprendre là. Oui. La présence dans ton équipe, c'est absolument certain. Voilà. Parce que vos besoins, c'est quoi aujourd'hui ? Alors, nos besoins, c'est profitez-en. Oui. C'est filmé, allez-y. De manière générale, nous avons 15 000 clients en France qui nous soutiennent, particuliers, et puis de l'ordre de 4 000 organisations, entreprises privées ou publiques. D'accord ? L'histoire de l'entreprise fait que, bon an, mal an, l'entreprise s'est totalement adaptée et doit absolument se transformer très rapidement pour changer de modèle de vente. C'est-à-dire que nos produits sont représentés par des commerciaux qui sont des VRP multicartes, au nombre de 50 aujourd'hui. À l'époque, ils étaient 200. Ah oui. Oui, c'était l'époque où il n'y avait pas les hypermarchés, où il n'y avait pas Internet. Ouais. Et, donc demain, c'est digital, quoi. Exactement. Donc on a ouvert notre e-boutique, on transforme notre force de vente, on essaye de transformer nos canaux de vente, et on a développé, alors ça a commencé dans les années 80, je crois, avec les lois sur le handicap dans les entreprises, le partenariat avec les entreprises, et de plus en plus avec les administrations qui nous ont toujours soutenus. Donc ces partenariats dans le cadre de l'obligation d'emploi des travailleurs en situation de handicap dans les entreprises. Il y a une obligation de 6% des effectifs. Donc soit l'entreprise emploie directement du personnel handicapé, soit elle achète des produits fabriqués par des entreprises comme les nôtres ou des prestations de services pour remplir son obligation, totalement partiellement. Donc ce dont on a besoin aujourd'hui, c'est d'être soutenu de rencontrer de plus en plus d'entreprises qui sont responsables en tant qu'employeur, acheteur de nos produits d'hygiène, des produits d'entretien, des produits de désinfectants. On est fabricant de gel hydroalcoolique. Oui, je sais que pendant le Covid, vous avez d'ailleurs mis le turbo pour faire beaucoup de gel. Oui, mais en même temps, on avait le devoir de protection de nos travailleurs et qui devaient rester chez eux. Et nos commerciaux étaient arrêtés. Donc ça a été un peu la difficulté, mais on a quand même bien assuré. Absolument. Oui, donc les entreprises, en fait, on se met à leur service pour concrétiser leur engagement RSE. La responsabilité sociale des entreprises et des organisations. En fait, on leur propose non pas de révolutionner leurs achats, souvent fabriqués à l'étranger, de produits d'hygiène ou de produits chimiques, etc. C'est pas du tout ça. Aujourd'hui, on leur demande de travailler avec nous à inclure des personnes en situation de handicap dans leur entreprise
et de nous faire travailler en choisissant un produit, 2 produits, qui soient des produits solidaires, qu'elles mettent en avant, qu'elles utilisent pour concrètement matérialiser leur engagement RSE. On vient d'avoir un trophée qui a été décerné par la préfecture du Rhône, Pôle emploi, Veolia, EDF, pour justement nos initiatives dans la responsabilité sociale des entreprises. Et justement, avec les départements, on est en train de monter des opérations. On a lancé un réseau solidaire qui s'appelle le réseau Ressources et Partage, et qui a pour but de rendre nos produits vertueux dans une boucle qui rassemble les entreprises qui achètent nos produits, donc nos travailleurs qui fabriquent, les élus locaux qui nous soutiennent en nous faisant connaître et qui peuvent nous mettre en relation avec des associations à but reconnues d'utilité publique locale, à qui nous proposons de donner les produits qui sont achetés par nos entreprises partenaires. Exemple, nous avons monté des maraudes. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est que les maraudes. Si, vous allez voir les personnes qui sont... En fait, pendant le Covid, on a commencé, c'est-à-dire à proposer un pochon solidaire, c'est-à-dire un petit ensemble de produits d'hygiène fabriqués dans nos ateliers, qui ont été achetés par des entreprises partenaires au titre de leur obligation d'emploi de travailleurs handicapés. Et du coup, ces pochons ont été distribués avec les élus. Là, on était sur la ville de Dreux en première fois, auprès de personnes sans domicile fixe, avec la Croix-Rouge ou avec d'autres acteurs locaux. Également au profit du Centre communal d'action sociale. Donc en fait, on arrive à fédérer dans des actions labellisées ressources et partage les acteurs d'un territoire. Il n'y en a pas un qui gagne, parce que notre objectif, c'est que tout le monde soit gagnant. On fabrique des produits écologiques, on les finance par l'économie de proximité, que l'on fait connaître pour son engagement, tant auprès de leurs clients que de leurs collaborateurs. On s'associe, on entraîne avec nous les élus qui nous promeuvent, et on le fait au profit d'associations locales ou de centres communaux d'action sociale ou de comités départementaux de l'enfance pour les soutenir dans les initiatives. Et mobiliser, en fait, on redescend des taxes nationales, on les fait redescendre au niveau territorial. Je ne sais pas si c'est dense, mais... Donc ça veut dire que quelque part le département peut devenir un peu le VRP, parce que vous allez beaucoup sur le territoire et donner un peu des cartes comme ça, être entremetteur. Absolument, ouais. Oui, c'est la valorisation, c'est la promotion, c'est effectivement essaimer toutes les bonnes pratiques, les bonnes idées sur les territoires, c'est la mise en réseau aussi, bien sûr. C'est ça. C'est aussi extrêmement important de pouvoir mettre en réseau les acteurs, et on est pleinement finalement dans ce qu'on a envie de promouvoir, une économie de proximité, de l'emploi local non délocalisable, faire la part belle aux filières courtes, aux produits locaux, évidemment qu'on sera dans le partenariat, c'est sûr. Et pour vous, du côté des Coniques, vos besoins, ce serait quoi alors ? Alors, je dirais dans un futur très proche, du moins aujourd'hui, donc dans les serres dans lesquelles on est installé, il y a un gros travail d'installation, de rénovation, et dans un objectif d'être autonome énergétiquement parlant au niveau de la consommation de l'eau, etc. Donc il y a un gros travail là-dessus qui se passe aujourd'hui. Et ensuite, plus sur le long terme, et aujourd'hui aussi d'ailleurs, c'est plus la recherche de projets sur lesquels on pourrait intervenir localement. Comme je vous ai dit, on intervient sur plusieurs sites dans la France entière. Et localement, ça nous intéresse encore plus, entre guillemets, parce qu'on est présent ici et c'est encore plus simple pour nous. Et puis, c'est une manière aussi de montrer localement ce qu'on peut proposer. Et il y a aussi du boulot sur les... J'ai l'impression que c'est souvent... c'est plus facile de se faire connaître loin que chez soi, quoi. Ouais, alors après, c'est du bouche à oreille entre entreprises aussi. Donc des entreprises, des fois, qui ont des sites à droite à gauche qui sont le contact à proximité, et puis en fait ils ont un site qui se trouve dans le sud-ouest de la France, et dans ces cas-là on se retrouve dans le sud-ouest à faire nos analyses. Donc oui, je dirais plus de se faire connaître, parce que je pense qu'il y a beaucoup d'entreprises qui font face à ces problématiques-là de sites pollués, de volonté de revaloriser une zone qui a été utilisée comme presque déchetterie pendant des années, et c'est une alternative qui n'est pas forcément connue aujourd'hui. Et on travaille aussi avec une autre entreprise qui propose
propose des solutions pour transformer l'entreprise dans sa globalité, pour intégrer l'écologie de manière générale, donc encore une fois l'autonomie de manière énergétique au niveau de l'eau, intégrer la biodiversité, pour que éthiquement parlant pour les travailleurs, écologiquement parlant, économiquement parlant, tout le monde s'y retrouve, ils appellent ça l'économie. Et les résultats sont assez époustouflants. Et nous, on travaille avec eux sur l'aspect contamination des métaux, et donc par cette méthode qu'on propose avec les plantes, s'il y a un potentiel. L'écolonomie. Voilà. Je ne connaissais pas ce terme. Joli terme. Nouveau terme. Voilà, Anthony Caps, peut-être vous avez des questions. Vous connaissiez peut-être pas comme ça les structures, je ne sais pas. Oui, non, mais on se le disait en aparté d'ailleurs, en se saluant tout à l'heure, c'est aussi un moyen de mieux se connaître. Et je trouve que l'initiative est belle forcément, puisque du coup, on apprend des uns des autres. Moi, je découvre des activités, des structures, et du coup, c'est de toute façon très enrichissant. Oui. Donc, c'est forcément des relations qui vont se poursuivre. On l'a dit tout à l'heure. Il y a de belles initiatives, il y a de beaux projets, donc il faut qu'on arrive à travailler collectivement. Je crois que effectivement, c'est aussi ça l'économie solidaire. C'est un travail collectif, finalement, on n'est rien tout seul, mais par contre, effectivement, dans le rapprochement des uns des autres, chacun avec nos spécificités, peut-être avec nos leviers, eh bien, on est capable de faire avancer les choses. Et donc, forcément, ça reste un beau moment qu'on va continuer à prolonger, effectivement, après cet entretien. Des structures, des associations, il y en aura plein de départements demain et samedi, puisque c'est le village des solutions de demain. Je crois que c'est la première édition. C'est la première édition du village des solutions de demain. C'est 86 structures qui seront présentes demain. On en aurait eu d'ailleurs beaucoup plus. On a dû faire un stop pour une question de place et d'organisation. Mais en tout cas, les structures qui, par exemple, sont autour de nous, qui pourraient ne pas être présentes demain, du coup, on va trouver d'autres moyens, d'autres moments pour justement essayer de travailler collectivement, de valoriser aussi ces structures-là, parce qu'on n'a malheureusement pas pu accueillir tout le monde. Mais il y aura de belles choses dans tous les domaines demain au département, et samedi aussi, toute la journée. Et oui, donc il y aura aussi des tables rondes pour échanger, découvrir. Des tables rondes, des moments radio aussi. Du coup, on a vraiment beaucoup de choses qui vont se passer pendant ces 2 jours au département, avec toujours cette ambition de porter encore plus loin l'économie solidaire en Meurthe-et-Moselle. Voilà, on voulait marquer le coup, montrer un peu ce qu'il y avait sur le territoire lunévillois. Merci d'avoir répondu à l'invitation. Et puis, bonne continuation, bon festival demain. Et puis, merci beaucoup. Voilà, on vous suit et n'hésitez pas s'il y a besoin, on est là pour ça. Merci. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup.